Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va refaire un petit peu le point par rapport d'une part au marché crypto. J'avais fait une vidéo il y a à peu près un mois déjà où je partageais un petit peu mon avis par rapport au marché. Donc on va vraiment faire de nouveau un point vu qu'on a enfin eu quand même un petit peu de mouvement par rapport au marché. On fera également ensuite un point plutôt fondamental parce que je pense qu'il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes d'un point de vue fondamental. Parfois on est beaucoup trop uniquement focalisé en fait sur le prix, mais c'est aussi important quand même de voir s'il y a une corrélation entre le fondamental et le prix pour voir si tout simplement en fait les deux sont liés ou alors s'il y a carrément des différences qui sont assez importantes et qui pourront donner en fait des indications sur une évolution prochaine du prix. En tout cas, ça peut donner quand même pas mal d'indications. Donc on fera le point également par rapport à quelques indicateurs fondamentaux qui sont déjà, de mon point de vue, extrêmement intéressants. Et on terminera cette vidéo pour parler un petit peu du titre de cette vidéo, globalement, pourquoi la crypto stagne depuis des années. Bon, alors je ne vais pas commencer à vous sortir une longue étude, je vais uniquement vous partager un petit peu mon avis sur le sujet. Mais voilà, je trouvais ça également intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous, parce que clairement, on est aujourd'hui sur un marché qui est en train de complètement changer par rapport à ce que moi j'ai pu connaître par le passé, parce que moi je suis quand même dans ce marché depuis maintenant quasiment une petite dizaine d'années, hein, donc depuis un moment, et c'est que ce marché a quand même fondamentalement changé, et là on est vraiment maintenant sur un moment où clairement le changement il est acté, et les choses sont beaucoup plus visibles qu'elles ne l'étaient en fait par le passé. Donc on attaque cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Je n'en envoie pas souvent, mais de temps en temps, quand il y a quand même des choses intéressantes à dire. Donc la prochaine sera envoyée d'ici quelques semaines, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Et puis nous, on attaque tranquillement cette nouvelle vidéo. Alors, déjà par rapport au Bitcoin, donc par rapport à l'analyse que j'avais faite il y a à peu près un mois et demi, j'avais un biais qui était plutôt baissier. On était encore dans cette structure de range ici, mais globalement, comme je l'avais indiqué, depuis qu'on a vu le rejet de la zone des 125 000 et notamment une très très forte liquidation qui s'en était suivie sur la journée, je crois que c'était le 10 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Là, honnêtement, j'ai clairement changé en fait de biais, c'est-à-dire que dans cette structure-là, jusqu'à présent, j'avais quand même un biais relativement haussier, donc ça veut dire que je conservais une exposition globalement de l'ordre de 50 à 75% au maximum. Et dès qu'on a eu en fait le rejet ici, j'ai complètement changé en fait d'avis et je suis plutôt basculé en fait sur une exposition minimale de l'ordre de 25%. Je restais exposé en fait parce que tant qu'on n'a pas franchi en fait réellement le range par le bas, de mon point de vue en fait c'était quand même un peu trop anticipé et trop risqué de vraiment complètement sortir. Mais au final, c'était quand même la bonne chose à faire de vraiment réduire fortement le risque parce que on a eu cette cassure par le bas. Lors de cette vidéo, je vous parlais justement de mes zones, des premières zones d'achat. Et j'avais parlé notamment de la zone des 80, qui était en fait tout simplement le retracement 38,2 de cette énorme vague haussière. Donc c'est un niveau technique clé. Je rappelle que honnêtement, en général, quand on regarde sur le temps long, les zones de retracement de Fibonacci, c'est systématiquement des niveaux de support. Regardez, si on prend par exemple 2022, on voit qu'à chaque fois qu'on tape une zone, il y a au moins un minima un rebond sur ce niveau-là. La zone des 38,2 avait été un gros niveau de support ici. Pareil, au niveau des 50%, ça avait été un gros niveau également qui avait quand même tenu un bon petit moment. La zone des 61,8, pareil, rebond technique sur ce niveau-là. Et ensuite, les 76,4 pile poil sur cette zone-là qui avait également très très bien tenu. C'est même là où moi je me suis fait un petit peu avoir par le marché vu que j'avais commencé à fortement me repositionner justement dans la zone des 20 000 $ parce que j'estimais qu'on avait vraiment fait un très très beau retracement. Et après, merci SBF, merci FTX, boum, l'enclume qui vient de nouveau tout raser. Et je me rappelle encore très très bien de ce moment-là. Bref. Donc les retracements de Fibonacci, c'est du classique, ça fonctionne à chaque fois. Donc là, globalement, ce n'est pas surprenant qu'on ait un rebond. On avait en plus la moyenne mobile 100 également sur ce même niveau, plus ce niveau également ici
qui avait fait quand même un beau niveau de support sur le début de l'année. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout surprenant qu'on ait une première phase de rebond. Maintenant, pour l'instant, est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà commencer à parler de marché baissier? La réponse est non, et je trouve qu'on en parle un peu trop. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai quand même l'impression qu'on entend le bear market absolument dans les bouches de tout le monde. Voilà. Alors moi, ça me fascine parce que déjà d'une, je pense qu'il faut toujours avoir un peu d'humilité. Ce n'est pas la première vague baissière qui va être capable de vous dire si on est réellement dans un marché baissier ou pas. En général, il faut quand même toujours attendre un minimum de confirmation avant de crier sur tous les toits qu'on est en marché baissier. C'est pareil en fait sur un marché haussier. Ce n'est pas à la première impulsion haussière qu'il faut commencer à s'exciter parce que c'est aussi bien évidemment très souvent des pièges. Et donc si on s'excite un petit peu trop, ça peut coûter très très cher. Mais j'avais pas le sentiment, encore une fois c'est mon sentiment, j'avais pas le sentiment que lorsqu'on avait eu la première baisse ici, ça créait sur tous les toits au bear market et qu'on commençait déjà à nous parler en fait d'un Bitcoin qui allait chercher sur les 30 000 voire sur les 20 000 $. J'ai pas ce souvenir là. Et là étrangement, on a eu cette première phase baissière et je commence à voir partout la zone des 70 000 et on commence déjà avec des niveaux plus bas comme la zone des 50 voire plus bas encore dans la zone des 35-40 000 $. Je trouve ça assez surprenant quand même qu'à la première vague baissière, tout le monde ait raison et qu'en fait tout le monde ait parfaitement anticipé ce marché baissier. Donc ça déjà moi voilà, je me dis ok, je vais rester un petit peu attentif par rapport à ça, mais déjà ça ne me plaît pas dans le sens où en général la plupart des gens se trompent. Voilà. Et c'est quand même assez rare que le consensus ait raison et arrive parfaitement à anticiper un début en fait de bear market. Donc est-ce qu'on est dans un marché baissier? Mon avis, il est que c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire et que pour l'instant, de mon point de vue, il n'est pas encore confirmé. Un marché baissier, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est aussi important de le définir. Ça veut dire que ce cycle haussier, il est terminé et que globalement, on part pour au moins une année de baisse avec un Bitcoin qui va vraiment perdre beaucoup de valeur et surtout un Bitcoin qui va perdre beaucoup d'acheteurs. Il y aura une perte de confiance. Il y aura beaucoup de personnes qui vont laisser tomber le Bitcoin, qui vont capituler, qui vont vendre à perte parce que tout simplement, encore une fois de plus, ils n'ont pas confiance au Bitcoin et donc ça entraîne en fait des phases baissières qui sont extrêmement importantes. Moi déjà, je pense que pour l'instant, c'est beaucoup trop prématuré en fait de parler de ça parce qu'il n'y a pas de signe de véritable capitulation pour l'instant de tous les nouveaux acheteurs qui sont rentrés en fait sur le Bitcoin, on va dire depuis un an et demi. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que on a un changement de main qui est assez visible, qui a eu lieu. Alors c'est aussi pour cette raison-là en fait que le Bitcoin il a stabilisé durant quasiment une année. On a eu beaucoup d'achats. Je le montrerai après au niveau des indicateurs fondamentaux, que ce soit au niveau des ETF, au niveau des Treasury Company. On a eu beaucoup d'achats. Et pourtant, le prix, il a complètement pas bougé, il a complètement latéralisé. La raison, c'est que d'un côté, il y a eu beaucoup d'achats, mais il y a eu aussi beaucoup de ventes, notamment d'investisseurs historiques. Alors que ce soit des personnes qui ont accumulé durant cette phase ici, ou des investisseurs de beaucoup plus long terme, qui ont vu en fait que tout simplement le Bitcoin, il change. Tout simplement, aujourd'hui, il est complètement institutionnalisé et il est accaparé d'une manière ou d'une autre par la finance traditionnelle. Donc je pense que d'un point de vue idéologique, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui en fait ne reconnaissent plus le Bitcoin qu'ils ont pu connaître par le passé, notamment les fameux Bitcoin OG. Donc les investisseurs, on va dire, ou les mineurs de Bitcoin de la première heure et qui ont vendu massivement. On a vu des ventes à plusieurs milliards de dollars de Bitcoin qui n'avaient pas bougé en fait depuis des années et qui ont été massivement vendus par ces personnes-là. Donc il y a eu un changement de main assez important. Donc en tout cas pour moi c'est l'une des raisons pour laquelle le Bitcoin a latéralisé et il n'a pas continué fortement sa croissance. Donc moi de mon point de vue en fait on est sur une pause dans le cycle. Ça veut dire qu'on a une correction qui est plus que méritée après quand même plus de 3 années quasiment de hausse sans réelle correction. Maintenant je ne pense absolument pas qu'on va avoir une capitulation de tous ceux qui ont investi depuis quelques années et qui vont accepter en fait de vendre à perte leur BTC et que la dynamique en fait va s'inverser. Il y aura beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs. Parce que c'est ça en fait qui définit réellement un véritable marché baissier. Moi je ne pense pas en tout cas qu'on va rentrer dans cette dynamique-là. Encore une fois, je peux me tromper et les signaux techniques seront là en fait pour me le confirmer. Alors justement, quels seront ces signaux techniques? Bon, on a eu une première vague baissière.
Donc là, c'est logique qu'on a une première phase de rebond. Pour l'instant, qui plafonne sur le premier gros niveau de résistance ici, dans la zone des 93, 92, 93 000 $. Donc c'est un niveau, c'est un premier gros niveau technique. Ici, ça avait été un gros niveau de support. C'est également le Yearly Open, donc c'est le prix d'ouverture de l'année. Donc c'est aussi un niveau technique qui est assez important. Donc on vient latéraliser en fait, pour l'instant bloqué sur ce niveau-là. C'est la première zone de résistance. Alors on aurait pu avoir un rebond un poil plus puissant, venir tranquillement chercher la zone des 100 000. Et là, on commence à avoir deux moyennes mobiles qui sont assez intéressantes et qui définissent une tendance justement entre le MA13 et 25. Donc si on a un rebond et qu'en fait tout simplement nos moyennes mobiles là, elles arrivent à retenir le prix, on peut effectivement commencer à s'installer en fait dans une dynamique baissière. C'est exactement ce qu'on a eu ici. On le voit à chaque fois, on revient tester nos moyennes. Donc parfois, on les break. Là c'était un magnifique piège qu'il y avait eu. Mais après, pour le coup, à chaque fois voilà, qu'on reste en dessous de cette zone, on reste vraiment dans une forte tendance baissière. Donc moi, de mon point de vue, c'est qu'on peut très bien avoir encore un rebond qui va venir ici. La grande question sera de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'on a de nouveau une très forte correction pour aller chercher beaucoup plus bas? Et là, par contre, clairement, on pourra parler beaucoup plus de marché baissier parce que s'il y a une baisse aussi importante, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de vendre et probablement qui vendent à perte. Ou alors, on peut avoir, même je pense qu'on aura une correction, mais la question est de savoir est-ce qu'on ne va pas trouver rapidement un support? Peut-être directement ici, voire dans cette zone-là. Et là, par contre, si on fait ça et ça, on peut après tranquillement pouvoir rebondir sans honnêtement s'enfoncer dans un marché baissier. Et donc, c'est ça en fait qui va être décisif. De mon point de vue, le vrai niveau clé, il est ici. C'est la zone en fait des 75, allez, on va dire entre les 80 et les 75 000. Donc, c'est cette zone-là. De mon point de vue, en fait, il faudrait vraiment que le Bitcoin ne s'installe pas sous ce niveau ici pour éviter en fait d'aller chercher beaucoup plus bas et de s'enfoncer dans une véritable tendance baissière et un véritable bear market. Donc, d'un point de vue purement technique, moi, de mon côté, en tout cas, ce que je surveille, c'est bien évidemment si on a de nouveau une baisse rapide. Là, c'est l'idéal pour pouvoir jouer à minima un rebond. Pourquoi? On est relativement bas au niveau du RSI. C'est encore plus frappant sur les unités de temps encore plus courtes. On a fait un très très petit rebond. Donc si on repart rapidement à la baisse, à mon avis, il sera déjà intéressant de commencer à recharger dès la zone des 80 jusqu'aux 75, allez, 70 000 $ si on veut aller chercher le retracement des 50% qui sera également un gros niveau technique sur lequel on a énormément de chances d'avoir à minima une phase de rebond. Si on n'entre pas en fait dans ce fameux bear market, on aura une réaction dans cette zone. Alors c'est un peu large, mais encore une fois, c'est compliqué de savoir exactement jusqu'où est-ce que le prix va pouvoir baisser et où est-ce qu'il va commencer à ralentir et à rebondir. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est entre les 80 et les 70 000 où là vraiment on peut avoir un niveau d'achat intéressant, où là on peut avoir une première phase de beaux rebonds. Soit on a un rebond tout pourri. En fait, ça rebondit à peine, on est bloqué de nouveau sur un niveau de résistance par exemple, et ça repart encore à la baisse. Encore une fois, là ça commence à sentir très mauvais. Mais si par contre, on a vraiment un rebond qui tient et un prix en fait qui remonte tranquillement et qui commence à percer des niveaux de résistance, là par contre, on pourra dire que ceux qui ont un peu crié au loup un petit peu trop vite, ils vont s'en mordre les doigts parce que globalement, en fait, ils ne se seront pas du tout positionnés et ils vont se repositionner peut-être beaucoup plus haut parce qu'on va dire que pour l'instant, la MSB, donc ça veut dire le niveau clé qu'il faut être capable de reprendre pour définitivement enterrer tout espoir baissier. Pour l'instant, de mon point de vue, en tout cas, ça va se situer plutôt dans la zone des 106 107 000 $. Donc ça veut aussi dire qu'on peut très bien rebondir sur ce niveau-là et après repartir à la baisse sans problème. Il ne faut aussi pas se faire piéger par ces phases de rebond. Mais en tout cas, toute reprise de cette zone et toute stabilisation au-dessus de ce niveau invalide clairement tout espoir baissier supplémentaire. Voilà. Donc pour l'instant, il y a encore de la marge. Donc c'est pour ça qu'il y a encore le temps, de mon point de vue. Il y a vraiment le temps d'avoir au moins peut-être une deuxième vague baissière. Je ne me précipiterai pas non plus à l'achat sur ce niveau-là. Moi, je reste avec une exposition minimale pour l'instant parce que j'estime qu'on n'est pas en marché baissier. Mais je ne vais pas non plus commencer à charger la mule sur ce niveau-là. Par contre, s'il y a de nouveau une vague baissière, là, ça peut commencer à être intéressant justement pour jouer cet excès. Même s'il y aura encore quelques autres indicateurs à surveiller, bien évidemment, notamment le comportement des investisseurs et notamment de tous ceux qui ont accumulé
durant toute cette phase ici, savoir s'ils vendent ou pas. Encore une fois, un marché baissier, en fait, ça va se construire avec beaucoup de ventes. S'il n'y a pas de vendeurs, si tous ceux qui ont accumulé du Bitcoin tiennent leur position, on va dire qu'on va très vite s'essouffler au niveau de la pression vendeuse et on va rapidement trouver ensuite à minima une zone de support où le prix devrait commencer plutôt à latéraliser. Je ne dis pas que ça va rebondir de suite, mais au moins latéraliser parce que tout simplement, on n'aura plus de vendeurs. Et moi, en tout cas, mon pari pour l'instant, c'est qu'on a déjà quasiment atteint ce moment-là. Il peut encore y avoir un petit peu de panique, mais je pense que le plus gros est déjà passé. Parce que justement, en fait, quand on commence déjà à parler de bear market, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes-là, elles ont déjà vendu. Soit dans la panique, soit correctement, peu importe, mais elles ont déjà vendu. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui pour l'instant sont relativement confiants par rapport à leur position, mais vont commencer à douter. Et c'est là où les choses peuvent commencer à s'envenimer si ces personnes-là commencent également à vendre. Donc en tout cas, voilà un petit peu pour moi par rapport au Bitcoin. Pour l'instant, inutile de commencer à parler en fait de zones de vente beaucoup plus hautes, de retour en marché haussier. C'est encore beaucoup trop prématuré. Vous connaissez les niveaux clés. Donc on a la MSB ici et la zone des 75. Honnêtement, ce serait vraiment bien que le Bitcoin ne s'installe pas sous cette zone. Pour l'instant, on est en plein milieu. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Pour moi, ça vaut le coup en fait de jouer des achats si on vient attaquer la zone ici. Et invalidation baissière si on reprend cette zone ici. Encore une fois, prudence à chaque fois. Il va falloir attendre un minimum de confirmation. Et ce n'est pas parce que le Bitcoin revient à 107 000 que tout de suite c'est bon, ça repart à la hausse. Non, il faudra quand même attendre de voir si on ne se fait pas rejeter quelques jours après. Donc, voilà en tout cas un petit peu par rapport, de mon point de vue, par rapport au Bitcoin. Je ne parlerai pas des alts, honnêtement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport aux alts. De mon point de vue, en fait, elles dépendent tellement du BTC que de toute façon, si le Bitcoin part réellement dans un marché baissier, les alts vont encore se faire massacrer. Même si pour certaines, elles ont déjà été massacrées, mais je rappelle qu'une alt peut toujours reperdre 50% de sa valeur. Et les meilleures, pour l'instant, elles résistent plutôt bien. L'Ether en tête. Je pense que l'Ether, ça reste toujours une très très bonne alternative et elle fait toujours preuve de très très bonne résilience, notamment par rapport au Bitcoin. Donc pour moi, l'Ether, ça reste vraiment l'actif si on veut chercher un peu plus de performance, voire de surperformance par rapport au BTC. Pour moi, c'est vraiment le meilleur risk-reward sans aucun doute. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu du côté de l'analyse fondamentale. Alors, d'un point de vue fondamental, globalement, qu'est-ce qui est intéressant de regarder? Comme j'ai pu vous le dire, en fait, il y a globalement deux facteurs qui ont provoqué en fait toute la phase de hausse qu'on a pu avoir et la phase de latéralisation. Ce sont les ETF d'un côté et les Bitcoin Treasury de l'autre. La question est de savoir, est-ce que eux, ils vendent? Est-ce qu'il y a une pression vendeuse qui vient des ETF et qui vient des sociétés qui ont commencé à accumuler du Bitcoin? La réponse pour l'instant, c'est non, il n'y a aucune vente. Ça, c'est important quand même de prendre ça en compte parce qu'on voit le Bitcoin qui baisse d'un côté, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui ont accumulé du Bitcoin avec des stratégies parfois complètement différentes que ce que peut faire un simple particulier, ils ne vendent absolument pas. Si on regarde l'ETF de BlackRock, il n'y a aucune vente. C'est important quand même de le préciser parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de personnes commencer en train de parler en fait de flux négatifs, de beaucoup de sorties au niveau des ETF. C'est complètement faux. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est la quantité en fait de Bitcoin qui sont détenus par ces ETF-là. Cette quantité-là, elle est quasiment stable. Par rapport à… Donc, je regarde uniquement… Bon, même si on regarde tous les ETF, ça ne change pas grand-chose, mais je me concentre uniquement sur celui de BlackRock qui est vraiment celui qui est largement au-dessus de tous les autres. Il n'y a aucun changement en termes de quantité de Bitcoin. Là, vous le voyez, on avait atteint donc sur le pic du BTC, on était à peu près à 785 000 BTC. Aujourd'hui, on est à 786 000 BTC. Donc, il n'y a absolument pas de changement en termes de quantité de Bitcoin qui sont détenus par les ETF. Donc, il n'y a pas eu de vente. Ça, c'est quand même important en fait de le dire. Il y a eu du volume, certes, il y a eu des échanges. Ça c'est une certitude. Mais pour l'instant, la quantité en fait de Bitcoin qui est détenue par les ETF, elle ne change pas. Donc ça, c'est la première des choses qui est importante de surveiller. Quand on va commencer à avoir des baisses en termes de quantité de Bitcoin, donc ça veut dire vraiment des grosses ventes qui sont réalisées, là par contre, effectivement, ce sera beaucoup plus problématique. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument aucune vente au niveau des ETF. Deuxième chose à surveiller, ce sont les Treasury Company.
Est-ce qu'elles vendent? La réponse est non. Il n'y a aucune vente aujourd'hui de Treasury Company. Là, en tout cas, sur toutes les principales, on le voit, il n'y en a absolument aucune. On a eu une énorme accumulation durant toute l'année 2025. Et c'est là où je vous parle vraiment du changement de main qui est assez brutal, notamment sur l'année 2025. On le voit, c'est assez net par rapport au Treasury Company. Il n'y a pas de vente. Et si on regarde de manière plus précise, il y a également ce graphique de chez Glassnode qui est assez intéressant. On voit qu'il y a quasiment aucune vente. Il y a même encore pas mal d'accumulations qui sont réalisées. Là, il y a une boîte qui a vendu un petit peu, donc une qui a capitulé. Voilà. Mais sur une flopée de sociétés en fait, qui, au contraire, continuent en fait, leur stratégie d'accumulation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a des signes de bear market. Parler de bear market, alors que les principaux nouveaux acheteurs, depuis, allez, on va dire à peu près un an et demi, depuis le lancement des ETF l'année dernière et la démocratisation des Treasury Company, ils ne vendent pas. Donc ça veut dire que parler de bear market quand déjà tous les nouveaux acheteurs n'ont même pas encore vendu l'once d'un Bitcoin, encore une fois, c'est un peu prématuré. Voilà. Donc bien sûr, il y a des vendeurs, encore une fois. Les vendeurs, de mon point de vue, sont ceux qui ont acheté bien avant. Et c'est beaucoup plus des investisseurs particuliers qui ont acheté en 2023, en 2024, lorsque pour le coup, il n'y avait quasiment aucune Treasury Company, il y avait MicroStrategy, mais eux, ils ont accéléré fortement, notamment en 2025. Auparavant, ils avaient quand même beaucoup moins de BTC. Et surtout, il y en a beaucoup en fait qui les ont suivis. Le jour où il y aura des ventes, là, on pourra parler en fait de marché baissier. Parce que là, il y aura une énorme pression vendeuse qui risque de se mettre en place avec très peu de personnes en face parce que eux, ce sont les acheteurs aujourd'hui. Donc, tant qu'ils continuent leur stratégie, il n'y a pas de raison de penser en fait que le Bitcoin va reperdre 80% de sa valeur. De mon point de vue, ça paraît vraiment peu probable. De la même manière, en fait, par rapport aux ETF, tant que les ETF continuent à augmenter en fait leur quantité de Bitcoin, pour le coup, en fait, encore une fois de plus, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir par rapport à un vrai marché baissier. Si la tendance s'inverse et qu'on commence à avoir une baisse récurrente en termes de quantité de Bitcoin qui sont détenus par les ETF, c'est une autre histoire. Et pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va regarder deux autres indicateurs fondamentaux également qui sont assez intéressants et qui vont nous permettre de nous situer un petit peu dans le cycle. Aujourd'hui, donc là, on a trois données, trois indicateurs qui sont assez intéressants. On a le Realized Price, on a le Active Realized Price, donc on va traduire ça en français, donc le prix réalisé actif et le True Market Mean. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le Realized Price, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est tout simplement le prix moyen d'achat de l'ensemble des bitcoins. On va regarder en fait la dernière transaction dans la blockchain et on va regarder en fait à combien était le prix du bitcoin à ce moment-là et on va considérer en fait que c'est une vente. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, ça nous donne une première indication. Le Realized Price, en général, c'est un niveau qui est cherché uniquement dans les gros marchés baissiers sur les niveaux extrêmes. Et là, on le voit, en fait, on est globalement ici. Donc, on est... Si on regarde d'un point de vue technique, on est globalement dans la zone, voilà, on va dire sur le retracement 61,8 à 57, 60 000 $. C'est le niveau actuel sur lequel on retrouve le Realized Price. De mon point de vue, c'est un niveau qui peut être cherché dans des bear markets. Ça paraît peu probable sinon vraiment d'aller chercher ce niveau-là. Ensuite, on a le Active Realized Price qui lui a pour objectif, en fait, c'est assez récent comme données, pour le coup, ça n'existait pas encore il y a un an. L'idée, en fait, c'est que le problème du Realized Price, c'est qu'il est construit sur tous les bitcoins. Et en fait, il y a plein de bitcoins qui n'ont pas été déplacés depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans et qui baissent un petit peu cette moyenne. Et donc, l'idée, en fait, c'est uniquement de prendre les bitcoins qui ont quand même un minimum de mouvement pour éviter ceux qui auraient été perdus, les bitcoins de Satoshi et les choses comme ça, ce qui permet d'avoir une moyenne qui va être beaucoup plus haute. Et là, justement, on est exactement sur le niveau actuel. On le voit ici, dans la zone, on va dire, des 85 000 $. Et ensuite, on a le True Market Mean. Donc, le True Market Mean, en gros, on va dire que c'est une version filtrée du Realized Price. En fait, on va calculer le prix réalisé uniquement sur les bitcoins. Pardon. Là, je parlais en fait du Active Realized Price. Donc, le True Market Mean, en fait, c'est une valeur d'équilibre du marché.
En fait, c'est calculé un peu comme une moyenne entre deux extrêmes. Donc, on va prendre le realized price d'un côté et le prix du marché en fait de l'autre. Voilà. Donc, il faut voir ça en fait un petit peu comme une valeur moyenne du cycle du Bitcoin. Et en fait, on est plus ou moins proche pour le coup de l'active realized price. On est légèrement plus bas. Là, on est plutôt dans la zone, on va dire, des 75-70 000 dollars. Et encore une fois, c'est intéressant en fait de se dire que de mon point de vue, tant qu'on n'est pas sous ces deux moyennes ici, encore une fois, parler de bear market, je pense que c'est un petit peu trop prématuré. Donc c'est intéressant aussi de voir que en rouge, on va avoir le short term holder cost basis, donc ça veut dire le coût moyen, on va dire, des investisseurs de court terme, qui peut également faire office en fait de zone de résistance et qui là se situe à mon avis au bas mot dans la zone des 100, peut-être un petit peu plus au-dessus. Donc c'est un niveau de résistance clé. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et ensuite, je voulais également qu'on regarde un petit peu, encore une fois, qu'est-ce qu'un bear market? Un bear market, c'est une phase de marché dans laquelle les investisseurs de long terme capitulent. Ils vendent à perte. D'accord? Tant que les investisseurs de long terme ne vendent pas à perte, parler de bear market, encore une fois, c'est beaucoup trop prématuré. Donc là, ce qu'on voit, c'est que là, le niveau des 1, c'est la moyenne. Donc ça veut dire que tant qu'on est au-dessus, ceux qui vendent toujours à profit. Et donc c'est ça qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que, à mon sens, il y en a beaucoup qui ont accumulé depuis quelques années, qui avaient quand même pas mal de plus-value. Et donc c'est normal en fait que dès qu'on commence à avoir un petit peu de stress au niveau des marchés et un petit peu de doute qu'on ait atteint un top de cycle, on vende. Voilà, on encaisse, on sécurise des plus-values. Donc c'est pour ça en fait qu'on a eu quand même des ventes assez importantes, ce qui fait que le SOPR, il se rapproche beaucoup plus de sa moyenne, mais il y a encore une marge à la baisse avant que les investisseurs de long terme, ils capitulent et ils acceptent de vendre à perte. C'est ça qui psychologiquement est important. Tant que les investisseurs de long terme vendent à profit, on ne peut pas non plus parler en fait d'un marché baissier, plutôt en fait d'une phase de correction, d'une prise de profit classique. Et on pourra parler en fait de bear market lorsqu'on va stabiliser et qu'on aura franchi en fait sous cette barrière des 1, ce qui va sous-entendre que en fait tout le monde est en train de vendre à perte. Les investisseurs de court terme, eux, ils sont déjà sous l'eau et globalement, les investisseurs de long terme, eux aussi, en fait, ils seront sous l'eau. Et c'est ça une dynamique baissière, en fait, c'est quand globalement, il n'y a plus personne qui y croit et que tout le monde est vendeur. Voilà. Et donc, ça fait une tendance qui est fortement baissière avec des petites phases de rebond et de suite, les vendeurs se réveillent, ça reliquide et ça repart à la baisse. Ça, c'est vraiment une tendance typique d'un bear market. Donc, quand je vois partout des gens qui crient au bear market, oui, on a donné quelques signaux techniques qui sont baissiers. C'est une certitude. Maintenant, est-ce que crier au loup à chaque fois qu'on vient juste franchir en fait un niveau clé, est-ce que c'est suffisant? Parfois oui, parfois ils auront raison et parfois ils vont complètement se tromper en fait. Et encore une fois, ceux qui pensent que là on est clairement en bear market, qu'ils ont absolument tout liquidé, qu'ils sont complètement en dehors du marché, si jamais en fait on n'a pas ce bear market, ils vont se repositionner où? Ils vont se repositionner beaucoup plus haut, à 110, 120 000 peut-être. Et là il y aura eu un manque à gagner conséquent. Donc moi, de mon point de vue, en fait, je pense que c'est important de ne pas trop anticiper, de ne pas trop être dans la panique non plus, attendre de voir correctement les signaux. Moi, j'ai encore gagné une exposition, j'ai encore conservé une exposition parce que justement, je pense que c'est encore trop prématuré et je sortirai complètement du marché si vraiment il y a des signes de réel marché baissier en fait qui se matérialisent. Mais pour l'instant, en tout cas, ça me semble vraiment beaucoup trop prématuré. Allez, maintenant on va terminer. Pourquoi la crypto stagne depuis des années? Alors, c'est un sujet, je pense, qui est intéressant parce que, si on est uniquement en train de surveiller ce que fait le Bitcoin, on ne va pas comprendre ce que je dis. Parce qu'en fait, le Bitcoin est dans une croissance depuis des années. 2023 a été une bonne année, 2024 a été une bonne année, 2025, on est quasiment à l'équilibre, donc en fait, on est quasiment flat. Alors oui, si on compare par rapport à d'autres marchés, c'est pas top, mais voilà, on reste plutôt flat. Mais c'est sûr que si on regarde le reste du marché, là, c'est une toute autre histoire. Parce que des alts qui ont été capables de refaire des nouveaux plus hauts et qui ont été capables de suivre globalement la tendance du Bitcoin, il n'y en a quasiment aucune. Et parmi les majors, on va avoir peut-être le BNB qui s'en sort pas trop mal et éventuellement le Tron. Voilà, c'est à peu près tout dans les majors, en tout cas pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc honnêtement, le marché des alts, c'est une hécatombe aujourd'hui. Je pense que la plupart des projets, soit ils sont déjà tombés complètement dans l'oubli,
tous ceux qui holdaient en fait des projets de l'ère 2020, 2021, 2022, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, ils sont mais complètement sous l'eau aujourd'hui en matière d'investissement parce que tous ces tokens-là, ils se sont fait massacrer. Littéralement, ils se sont fait littéralement massacrer. Pour moi, c'est totalement normal et c'était justement un mouvement que j'attendais déjà il y a quelques années en fait de cela, où on avait déjà une flopée de shitcoins dans tous les sens, de tokens qui ne servent à rien du tout, et qui arrivaient encore à conserver une valeur et qui arrivaient à conserver encore de l'intérêt. De mon point de vue, on a enfin commencé à atteindre ce niveau où en fait tous ces tokens vont mourir, ils vont disparaître, parce qu'aujourd'hui en fait les acteurs changent. Et quand les acteurs en fait ils investissent, eh bien, ils vont beaucoup plus regarder les fondamentaux, les vrais fondamentaux, pas les idéologies, pas les croyances, les vrais fondamentaux en fait. Et ils vont se dire, mais tout ça c'est que de la merde. Donc moi en fait je vais prendre du Bitcoin, éventuellement prendre un petit peu d'Ether, éventuellement quelques-unes par-ci par-là, et ça s'arrête là. Et tout le reste en fait va juste tomber dans l'oubli, parce que plus personne va investir dedans. Tout le retail qui a déjà spéculé à mort dessus, ils ne vont pas réinvestir en fait dedans. Donc globalement, en fait, et tous les nouveaux investisseurs ne sont pas intéressés parce qu'ils se sont rendus compte que c'est que de la merde. Donc en fait, ça va juste tout simplement tomber. Pas à zéro, parce qu'encore une fois, pour tomber à zéro, en fait, il faut vraiment que le token soit complètement délisté de partout. Et même délisté, il ne tombera pas à zéro. Mais en tout cas, il tombera dans l'oubli, il n'y aura plus de volume, à part les algos en fait, qui sont toujours dessus. Ils vont se faire délister parce qu'il n'y a plus vraiment de volume en fait, dessus. Et ils vont tomber en fait, dans l'oubli. Voilà. Et tous ceux qui auront holdé ça, ils vont juste ne jamais rien gagner en fait dessus. Ils auront pris une perte sèche, surtout s'ils n'ont rien vendu. Parce que, encore une fois, c'est normal. La plupart des cryptos aujourd'hui, elles ne reposent sur rien du tout, sur du néant, sur du vide. Et donc, c'est normal en fait que leur valeur retombe proche de la réalité. Donc, ça veut dire proche de zéro. Si on veut être parfaitement factuel aujourd'hui, notamment par rapport à l'évolution du marché crypto, moi, je trouve que, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais ce marché, en fait, il plafonne en termes d'évolution depuis quasiment 6-7 ans. Il ne se passe plus rien. Ça veut dire que toutes les véritables évolutions, les disruptions technologiques, en fait, elles ont eu lieu quand moi j'ai commencé les cryptos, ça veut dire en 2015. Le plus gros de tous les projets qui aujourd'hui sont encore un peu utilisés et qui ont encore un token qui arrive à ne pas faire que baisser, c'est globalement des projets de cette ère-là. Ça veut dire 2015, 2016, 2017. Globalement, si on regarde aujourd'hui quels sont les projets réellement encore utilisés, ils datent tous de cette période-là. On va prendre le premier, Tether. Tether, à l'origine, c'est un projet qui date de 2014. Donc l'histoire des stablecoins, c'est pas nouveau. C'est vraiment, même parmi les premiers projets en fait, qui ont été créés, qui à la base ont été créés sur le réseau Bitcoin, c'était le réseau qui s'appelait Omni, si je me rappelle bien, et qui après a basculé en fait sur Ethereum en 2017. Avant, c'était sur le réseau Bitcoin. Donc Tether, aujourd'hui, c'est l'une des boîtes les plus lucratives au monde par rapport à sa masse salariale. C'est un des plus gros acheteurs de dette américaine privée au monde, et c'est le stablecoin qui est le plus utilisé. Ce projet date de 2014. Okay, c'est important quand même de vraiment remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc la première vraie tokenisation date de 2014. Donc c'est pas nouveau, hein, plus de 10 ans. Voilà. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Ethereum, lancé en 2015. Aujourd'hui, quasiment toute la tokenisation se fait sur Ethereum. Il y a eu le développement des Layer 2, même si je pense qu'il y en a beaucoup trop et qu'il y en a plein qui servent strictement à rien. Et ensuite, il s'est passé quoi? On a eu toutes les copies soi-disant d'Ethereum qui, dans la quasi-totalité en fait, des cas, elles sont toutes mortes. Voilà. Par contre, Ethereum, lui, il est toujours là. Donc c'est quand même marrant de voir un petit peu donc, l'évolution des choses. On a eu quoi ensuite? La DeFi. La DeFi a vraiment apporté des choses nouvelles, mais ça date de quand? Ça date de 2017-2018. La plupart des projets DeFi qui aujourd'hui ont préservé un minimum de valeur en termes de tokens, ce sont lesquels? On a Uniswap, on a Aave, il y a quelques autres également comme Chainlink par exemple, mais tous ces projets datent de la même ère, 2017, 2018 globalement. Je rappelle que Uniswap c'est 2018, Aave
c'est 2017, mais ça existait même avant, ça avait un autre nom. C'était, si je me souviens bien, c'était ETH Land, si je ne dis pas de bêtises. Donc tous ces projets en fait datent pas d'hier, encore une fois. Et donc c'est intéressant en fait de se rendre compte que les projets qui ont encore aujourd'hui de l'utilité, qui sont encore utilisés, qui ont encore de l'AUM, notamment dans les projets DeFi, sont les précurseurs, sont les premiers. Ensuite, tu as eu que des copies, de copies, qui n'ont jamais rien fait de plus que de copier en fait tout simplement, qui n'ont jamais rien innové et qui au final aujourd'hui retombent encore une fois dans l'oubli. MetaMask. Alors oui, il y a un peu mieux que MetaMask aujourd'hui avec Rabi par exemple, mais ça n'a pas vraiment changé radicalement l'usage. MetaMask 2016. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'usage des dApps a foncièrement changé en l'espace de quasiment 10 ans? Il n'y a aucune évolution. C'est toujours un enfer pour interagir avec des dApps. Ça ne s'est quasiment pas amélioré. On a un petit peu amélioré l'outil. MetaMask, pas trop. D'autres wallets comme Rabi, on va dire c'est un petit peu mieux, mais ça reste encore quasiment inutilisable pour la quasi-totalité des gens. Donc en l'espace de 10 ans, on n'a pas été capable de faire un outil réellement utilisable par tout le monde de manière simple pour interagir avec une dApps. Donc après, on ne peut pas s'étonner que le marché n'évolue pas, voilà, et que le marché stagne. Binance, première plateforme d'échange crypto, encore aujourd'hui. Ça date de 2017, pardon. ICO de 2017. Et ensuite, globalement, quelles sont les dernières vraies avancées qu'on a pu avoir? Ça ne plaira pas à certains. Il y a les ETF, l'arrivée des ETF spot, qui a été un vrai outil de démocratisation mainstream pour accéder en fait globalement à du Bitcoin de manière extrêmement simple. Oui, auparavant, on avait quand même des outils comme Coinbase, Kraken et compagnie pour acheter du Bitcoin, sauf que ce n'était pas considéré comme fiable par les institutions, et donc ils le boycottaient en fait. Et donc le véritable outil qui a permis en fait de casser en fait cette barrière et de casser en fait ce problème de confiance également, c'est l'arrivée des ETF avec l'ETF de BlackRock. S'il n'y avait pas eu BlackRock, à mon avis, on n'aurait absolument pas eu le succès en fait qu'il y a pu avoir aujourd'hui. Ça date de 2024. Alors oui, il y a eu quelques projets qui ont également apporté des choses intéressantes. Il y a eu au niveau des DEX, ça a longtemps été très difficile d'accès, même à mon époque, ça existait déjà, mais globalement très compliqué d'accès. Donc il y a eu Uniswap, mais pas vraiment utile pour faire du trading. Donc il y a eu l'arrivée de Hyperliquid qui clairement a été capable de disrupter un petit peu ce marché en fait au niveau des DEX, qui reste, honnêtement, ça reste un marché de niche pour le coup. On a eu du Polymarket. Là par contre, on est sur un vrai secteur intéressant. Alors, il n'y a pas de token, mais par contre, on est sur un vrai projet qui utilise la blockchain sur le marché prédictif. Et Polymarket, qu'on le veuille ou non, honnêtement, c'est en train de bien se développer. C'est en train justement d'être correctement réglementé, notamment chez l'oncle Sam. Donc ça, par contre, c'est un véritable succès qui a été fait grâce à la blockchain. Donc il y a quand même eu des choses qui en sont quand même ressorties, même si encore une fois, il n'y a pas eu de token, donc il n'y a pas vraiment de trucs vraiment intéressants pour ceux qui investissent dans les tokens. Et après, il y a eu quelques évolutions. Je ne mettrai pas tout à la poubelle. Dans la DeFi, je pense qu'un des plus gros projets, c'est Morpho aujourd'hui. Mais globalement, est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas amélioré du tout, on va dire, cette rupture technologique du fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'interagir avec des dApps. Voilà. Donc, c'est toujours utilisé en fait par une infime minorité de la population. Si on compare ça par rapport à l'IA aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas loin si je peux dire que c'est utilisé par au moins 1 milliard de personnes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est simple. Tout le monde peut aller sur son téléphone, peut aller sur un navigateur et peut aller poser une question à n'importe quelle IA. Donc on voit bien en fait que si auparavant faire tourner un modèle d'IA il y a quelques années était réservé qu'à une élite, qu'à une infime minorité de personnes dans ce secteur-là, ça a été complètement démocratisé pour toucher des milliards de personnes. La crypto, on en est encore très très loin. C'est encore très compliqué. Il y a vraiment des problèmes technologiques. Aujourd'hui, le ledger n'a quasiment pas évolué. Il y a eu quelques tentatives pour essayer en fait justement de rendre les choses qui sont un petit peu plus simples, mais avec souvent des compromis. Mais le système de clés privées
le problème en fait de hack qui n'arrête pas en fait pour le coup, parce que le problème encore une fois, c'est que dès qu'on récupère le contrôle de ces fonds, ça veut dire qu'on est soumis à des risques également d'attaque, et la plupart des gens sont absolument pas préparés en fait à ça. Donc le gros du problème encore une fois par rapport à ça et par rapport à la crypto, en fait c'est ça le problème, c'est que la technologie est encore trop complexe pour être vraiment bien utilisée. Et en plus de ça, en fait, dans la plupart des cas, les gens, ils ont une hygiène informatique et une connaissance en termes de sécurité informatique qui est proche du néant. Donc ça veut dire qu'une personne aujourd'hui qui a une attaque ciblée sur elle, dans la plupart des cas, elle saute. C'est crypto, elle se les fait voler. Voilà. Et ça, c'est le problème aujourd'hui fondamental. Voilà. Et tout ça, en fait, sont des questions qu'on n'a pas encore été capable de résoudre. Au contraire, les problèmes liés aux crypto, ils n'ont cessé d'augmenter. Donc il n'y a pas eu vraiment d'évolution au niveau de la tech. Par contre, les problèmes, eux, ils ont beaucoup augmenté. Voilà. Donc, c'est mon constat. C'est mon constat qu'il n'y a vraiment pas eu vraiment de grande évolution. Il y a eu beaucoup de copier-coller, de recyclage de projets. On le voit aujourd'hui, c'est quasiment devenu impossible pour lever des fonds. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été levés pour rien au final. Et donc aujourd'hui, en plus avec l'IA qui vient directement concurrencer en fait la crypto, ben forcément en fait, on a un retour à la réalité en fait qui est vraiment très dur peut-être pour certains, mais qui pour moi est parfaitement cohérent et logique. Voilà, on a un vrai nettoyage en espérant en fait que tout ça, ça puisse faire vraiment un gros ménage pour pouvoir ensuite repartir sur une base peut-être beaucoup plus saine, parce que le modèle économique des tokens, honnêtement, je suis désolé en fait, mais mis à part le joujou spéculatif pour l'instant, on en est encore très très loin de quelque chose de véritablement viable. Donc pour ceux comme moi qui gèrent des fonds, qui avons des stratégies algorithmiques, c'est très bien pour le coup. Il y a plein de stratégies en fait aujourd'hui qui permettent de gagner de l'argent sur tous ces shitcoins. Voilà, c'est très très bien. Mais globalement, mis à part ça, mis à part les algos, sinon il n'y a pas grand chose de vraiment intéressant à faire sur ces tokens là, parce que tout simplement derrière, il n'y a rien. C'est juste du vide. Voilà. Donc pour moi, c'est un simple retour à la réalité qui permet de se concentrer que sur les meilleurs, que sur les projets qui ont réellement du sens et de développer vraiment les choses autour de ce projet-là, voilà, ou de ces quelques projets-là. Voilà, donc pour moi en fait c'est vraiment un mal pour un bien et c'est un retour à la réalité en fait qui est amplement mérité. Alors je sais que beaucoup vont se faire massacrer, beaucoup qui espéraient encore une fois faire des multiples de dingue sur les projets crypto, ils espéraient, donc ils continuaient de holder en fait leur projet, mais qui malheureusement en fait ils le conservaient juste par religion. Non pas en fait parce qu'ils avaient fait une véritable analyse fondamentale dessus et qu'ils étaient convaincus que d'un point de vue fondamental ça allait vraiment changer les choses. Je pense qu'ils se sont juste fait avoir par la belle histoire qui a été racontée et malheureusement en fait c'est un petit peu trop le cas en fait dans les cryptos. Donc en tout cas ce sera un retour à la réalité qui de mon point de vue sera extrêmement bénéfique pour la suite de faire vraiment ce nettoyage au niveau de tous ces projets qui ne servent littéralement à rien. Voilà en tout cas par rapport à tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse également de savoir un petit peu donc les différentes stratégies qu'on applique dans les différents fonds d'investissement que je gère, il y a également donc le lien pour notre site et vous pouvez directement récupérer ensuite nos différentes fact sheets pour aller voir un petit peu donc les différentes stratégies qu'on gère, qui se portent plutôt correctement. Elles ont très très bien géré pour le coup la phase baissière. Les stratégies défensives n'ont absolument rien perdu, au contraire elles ont même gagné de l'argent. Nos stratégies offensives, elles ont très très peu perdu, et nos stratégies neutres, elles pour le coup, elles continuent à générer de la performance de manière récurrente, régulière sur la durée. Et je ferai justement bientôt une conférence pour parler beaucoup plus des stratégies neutres qui de mon point de vue sont extrêmement importantes. Et je pense que toute personne devrait aujourd'hui comprendre les stratégies neutres qui sont massivement utilisées dans la finance traditionnelle, notamment via les hedge funds. Et je pense que c'est un milieu, c'est des stratégies en fait qu'on n'entend quasiment pas parler. Pour le coup, on entend souvent que de parler en fait des investissements, des ETF, des indices, etc., etc. Et en fait, on ne parle pas des hedge funds qui ont parfois des stratégies en fait que certains crieraient au scam, mais qui pourtant en fait sont bien réelles. Donc des stratégies qui vont faire des performances de 15, 20, 30% par an avec quasiment pas de drawdown. Et c'est du concret, c'est du réel en fait, c'est pas du fictif pour le coup. Donc on prépare en tout cas une conférence par rapport à ces stratégies-là
et par rapport à notre fonds qui est dédié sur ces stratégies-là, qui sera bientôt ouvert au public l'année prochaine. Donc si ça vous intéresse également, vous pouvez aller sur notre site et vous inscrire pour également être informé quand ce fonds-là sera disponible. Bref, il y aurait encore plein de sujets, on va dire, à parler aujourd'hui avec vous. On va s'arrêter là pour l'instant. On refera un point d'ici quelques semaines pour voir un petit peu si le marché a un petit peu évolué. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes fêtes, une bonne année si on ne se reparle pas d'ici là et peut-être avant, peut-être après l'année prochaine. Donc bonne année également. Allez, bye bye à tout le monde.